Bien, alors l'épaisseur des voûtes à Notre-Dame de Paris et à Saint-Étienne de Bourges. J'ai rappelé tout à l'heure en introduction à la session tout ce qui rapprochait au moins superficiellement Notre-Dame de Paris et la cathédrale de Bourges. Et les rapprochements ont notamment été faits pour le plan de l'édifice, mais aussi pour la structure des voûtes. D'abord les voûtes des parties basses. Donc j'ai signalé ces voûtes à voûtins triangulaires emboîtés qui permettent de couvrir la partie tournante du chevet à Notre-Dame de Paris et qu'on retrouve, même si c'est avec une construction, une mise en œuvre très différente, à la cathédrale de Bourges. Et il faut également signaler, on revient au sujet qu'on vient de quitter à l'instant, la présence de ces grandes voûtes sexpartites sur le vaisseau central de Notre-Dame de Paris, comme sur le vaisseau central de Saint-Étienne de Bourges. Il n'en fallait pas plus pour conclure qu'il y avait un lien de l'un à l'autre. On a vu tout à l'heure ce qu'il convenait d'en penser, mais la question que nous nous sommes posée avec mes collègues dans le cadre d'un projet de recherche sur la conquête de la hauteur dans l'architecture gothique en France au XIIe et XIIIe siècle, la question qu'on s'est posée, c'est de savoir s'il y avait une signature technique qu'on pouvait retrouver entre les deux cathédrales. Donc on a regardé d'un peu plus près ces voûtes, et il y a un paramètre important qui est ressorti, qui est l'épaisseur, plus exactement dans le cas de Notre-Dame de Paris, la minceur des voûtes qui couvrent le vaisseau central. 19 à 24 cm d'épaisseur, donc 24 cm en partie basse, et la voûte s'affine vers le haut jusqu'à 19 cm dans la nef, et dans le chevet 12 à 15 cm, donc représentez-vous ce que ça veut dire, 12 cm c'est ça, sur un vaisseau qui fait 32 mètres de hauteur et 13 mètres de large. Donc c'est véritablement une peau de tambour, une sorte de pellicule, presque une coquille d'œuf qui est tendue sur ce grand vaisseau de Notre-Dame de Paris. Et la question qui vient immédiatement avec ce constat, c'est de savoir ce qu'il en était à la cathédrale de Bourges. Le problème, c'est d'arriver à mesurer cette épaisseur. Parce que à Notre-Dame de Paris, c'était relativement facile après l'incendie de 2019. Alors plus exactement, pas à cause de l'incendie, mais à cause de la chute de la flèche. Vous savez que lors de l'incendie, c'est les parties basses de la flèche qui ont brûlé en premier. Donc les parties basses se sont effondrées, entraînant la partie haute qui, elle, n'avait pas brûlé. Et donc c'est le choc mécanique de la partie haute sur les voûtes qui a causé l'effondrement des voûtins. Donc à Notre-Dame de Paris, il était facile de regarder l'épaisseur de la voûte, puisqu'on pouvait voir la voûte par la tranche. Mais à la cathédrale de Bourges, et de manière générale dans tous les monuments en œuvre, on ne peut pas voir les voûtes par la tranche. Soit on est en dessous, soit on est au-dessus, donc en dessous dans le vaisseau central, au-dessus dans les charpentes, dans les combles, mais on ne voit jamais une voûte par la tranche, sauf s'il y a une fissure traversante, sauf s'il y a un percement d'une manière ou d'une autre. Ce qui n'existait pas à la cathédrale de Bourges, et évidemment ce n'était pas dans notre intention, je rassure Rémi, d'aller faire un trou, mais j'ai vu avec intérêt qu'il y avait des voûtes percées dans la communication de ce matin, et je serais très intéressé qu'on aille les regarder. Dans les voûtes du haut vaisseau de la cathédrale de Bourges, il n'y avait pas cette possibilité d'examen, donc il nous a fallu imaginer un système, ou plus exactement la coalescence de deux systèmes pour mesurer de manière indirecte cette épaisseur, cette donnée-là qui nous manquait. On l'a fait de deux manières, donc deux techniques qui vont vous être présentées. D'abord, un système de mesure par géoradar. C'est Christian Camerlin, maître de conférence en géophysique à Sorbonne Université, qui va vous expliquer comment ça a fonctionné. Et puis, une deuxième méthode de mesure par scan 3D qui vous sera présentée par El Moustapha Mouadib, qui est professeur de robotique à l'Université Picardie Jules Verne à Amiens. Je leur passe la parole à l'un et à l'autre. Merci Yves. Donc une des techniques, effectivement, le géoradar,
qui nous permet de voir la voûte en transparence, hein, un peu comme, disons, l'analogie qui viendrait le plus vite à l'esprit, ça serait l'échographie. L'échographie, ce sont des ultrasons. D'ailleurs, c'est une technique qui peut être aussi appliquée dans ce qu'on appelle le contrôle non destructif, hein, tandis que le géoradar, le radar sol, envoie des ondes radio. Donc vous avez un peu, sur cette diapositive qui est un peu compliquée, un peu chargée, vous avez le principe exprimé tout au moins à gauche, hein, où un radar est constitué de deux antennes. Il y a une antenne émission, une antenne de réception. Et cette antenne d'émission envoie une onde qui va venir se réfléchir sur des interfaces, hein, et être reçue à l'antenne de réception. Et générer donc des échos qu'on va pouvoir repérer et notamment avoir la capacité de pouvoir mesurer une différence de temps, hein, aller-retour, hein, ou des différences de temps qu'on a plusieurs échos successifs, hein, sur les différentes interfaces ou objets réfléchissants dans la partie investiguée. J'allais dire le sol, alors que là, on n'est pas dans le sol, on est au contraire en hauteur, hein, puisque nous exerçons ces exercices, nous le pratiquons sur la voûte, hein, donc au-dessus de ce que vous voyez habituellement quand vous êtes dans la nef. Les systèmes sont des systèmes qui sont généralement des petits chariots, et ces petits chariots roulent, ou ont la capacité de rouler avec une roue qui nous sert d'ailleurs à mesurer la distance ou voire à déclencher l'acquisition. Le problème, c'est que sur les voûtes, hein, on n'a pas toujours la capacité de rouler correctement. Et donc, si on peut revenir à la diapo précédente, hein, soit on peut rouler, et dans ce cas-là, on a une image acquise le long du roulement, ou alors on travaille en point fixe, c'est l'application du haut. L'image du haut, où effectivement rien ne change, puisque c'est toujours le même point qui est investigué, mais on le fait plusieurs fois, de façon à être capable de mieux pointer l'écho, donc là pour nous sur l'intrado, donc la base de la couche qui forme la voûte. Okay. Et donc on va aller repérer un temps initial, une première ondelette, qui est grosso modo ce qui s'est propagé entre les deux antennes, qui nous fixe un temps zéro, et un deuxième écho qui va être la réflexion sur l'intrado de la voûte. Et de ce temps, qui est un temps aller-retour, hein, moyennant la connaissance d'une vitesse qu'on peut estimer au tiers de la vitesse de la lumière, dans un milieu calcaire, hein, donc environ 10, 11, 12 cm par nanoseconde, on a déduit directement l'épaisseur. Une formule très simple, hein, c'est la vitesse multipliée par la différence de temps divisée par 2. C'est la même chose, hein, que lorsque vous êtes en montagne et que vous voulez calculer la distance à une paroi en criant, hein, et en entendant votre voix. Oui. Donc voilà la mise en œuvre, hein, vous voyez un peu la géométrie, le petit chariot que vous voyez en jaune avec sa petite roue codeuse à l'arrière, et une mise en œuvre où on essaie de rester en sécurité sur le platelage, hein, puisque a priori, sans connaître l'épaisseur de la voûte, il pourrait être déconseillé d'aller s'y aventurer. D'ailleurs, souvent, on nous déconseille, on nous interdit même quelquefois de le faire. Donc on essaie de trouver des solutions. Et vous voyez un peu le radar là, qui roule donc, sur le voûtin. Okay, mais qui peut également être envoyé au-delà du voûtin, donc sur le remplissage. Donc sur l'image, par exemple, hein, radar, qui est un profil radar, on voit une première partie qui correspond aux différents échos que l'on enregistre lorsqu'on est sur le remplissage, et puis tout d'un coup on voit apparaître un écho très très net, hein, qui monte, hein, sur l'image, hein, et qui devient horizontal, mais là c'est simplement, on commence à voir apparaître sous le remplissage l'écho de l'intrado, jusqu'à ne voir plus que l'écho de l'intrado à un temps à peu près constant. Donc qui signe à peu près la régularité de l'épaisseur de la voûte. Alors l'image, effectivement, n'est pas une image qui a été redressée, il n'y a pas eu de correction topographique, hein, mais la partie droite de l'image, où on a ce réflecteur quand même, qui est bien visible, plus ou moins subhorizontale, correspond à la partie voûtée, hein, du voûtin, donc, dont on recherche l'épaisseur.
Et on arrive à pointer assez nettement une onde directe et un trajet réfléchi. Hein, et là, on peut voir aussi que la réflexion sur l'intrado arrive à peu près vers 60 cm de profondeur. Donc, ce qui nous fixe un petit peu la profondeur maximale à laquelle on peut aller rechercher l'intrado sous le remplissage. La vitesse a été estimée ici à environ 11 cm par nanoseconde. Et donc, sur tous les profils qu'on a acquis, eh bien, on va les pointer. Là, ici, tous les 20 cm, c'est marqué par les petits pointés en marron sur l'image, hein, de façon à faire un peu une étude statistique pour tenir compte d'une éventuelle variation soit d'ondulation de l'intrado ou une différence de qualité de pierre dans la voûte. Hein, donc on arrive à avoir comme ça une distribution statistique pour différentes stations sur lesquelles on a appliqué la méthode. Et là, sur l'image de droite, on a donc environ 9 stations de mesure. 4 se situent au niveau de l'abside et 5 au niveau de la nef, avec peut-être la station numéro 7, hein, qui peut-être se situe alors, côté oriental par rapport à la limite Branner ou côté occidental, suivant la façon dont on prolonge cette limite Branner jusque dans les hauts de la cathédrale. Pour arriver à un résultat où statistiquement, on a une variation, une partition assez claire entre l'épaisseur dans l'abside aux environs de 29 cm, 29,5 cm, et dans la nef, on est plutôt aux alentours de 33,5 cm, hein, avec une représentation sous ce qu'on appelle des boîtes à moustaches, hein, qui représentent un peu la distribution statistique, sachant que 50% des valeurs que l'on mesure se trouvent dans la petite boîte en verte. Merci. Alors, deuxième technique qui a été utilisée est complémentaire. Elle est basée sur l'utilisation d'un scanner laser. C'est un appareil, comme ça commence à être bien connu maintenant, c'est un appareil qui consiste à faire un relevé 3D à partir d'une position. Et donc ça mesure des distances. Vous avez donc c'est un appareil qu'on commande avec une tablette. Vous avez sur l'image en haut à droite la fameuse tablette sur laquelle il y a déjà une bonne partie des collatéraux qui a été scanné. Alors la difficulté, pour revenir à la question de l'estimation de l'épaisseur, c'est que comme le scanner en fait mesure des surfaces, on va mesurer. L'idée, c'est de mesurer l'enveloppe interne ou l'intrado, donc la voûte à partir du sol, et ensuite se débrouiller pour relever l'extrado, donc à partir des combles. Et toute la difficulté, c'est de relier les deux précisément, de manière à pouvoir ensuite en déduire l'épaisseur qui va se trouver entre les deux enveloppes. Donc pour faire ça, il faut établir un cheminement continu de positionnement du scanner, avec une visibilité entre chaque scan. Et donc vous voyez en bas à gauche en rouge, en fait, l'idée qu'on a eue, c'est de sortir par la porte sud et puis de s'éloigner un petit peu de la cathédrale, de manière à viser le fameux pilier qu'a montré Rémi ce matin avec les marches. On dirait que les constructeurs l'avaient fait pour nous, parce qu'il nous a beaucoup aidés. Donc on l'a scanné à partir du bas, et ensuite on est monté avec le scanner, on est ressorti par ce pilier, puis on a refait des acquisitions, et de cette manière-là, on a pu donc relier les deux. Donc vous avez sur les deux images en bas, à gauche, une vue de dessus de l'ensemble des positions, il y en a à peu près une bonne centaine, et puis en bas à droite, c'est une vue de côté qui montre les deux élévations. Alors, à partir de là, on va pouvoir extraire un profil pour faire des mesures. En haut à gauche, peut-être que si le stylet, pardon. Ouais, il faut appuyer sur le bouton. Ah, voilà. Donc, en fait,
à partir donc du relevé, on peut faire une section, par exemple, à cet endroit-là. Et on a à ce moment-là, ici, on voit l'intrado. Ici, donc, l'extrados de la voûte. Et on pique entre les deux pour relever l'épaisseur en faisant attention à respecter la courbure de manière à avoir une épaisseur significative. Donc, on fait ça à peu près aux mêmes positions que ce qui a été fait par Christian avec le géoradar. Et on a ici l'ensemble des mesures. Donc là, vous avez l'épaisseur en centimètres, ici le nombre de mesures. Il y en a quelque chose qui a une moyenne d'à peu près, vous avez l'indication ici, 34 centimètres. Donc la question, c'est qu'il faut s'assurer que le recalage a été bon. Encore une fois, c'est une opération qui est très délicate, donc il faut la vérifier plusieurs fois. Et on va la revérifier donc, soit directement en regardant ces profils, soit en utilisant, donc là c'est ce qu'on a fait ici, un deuxième logiciel dans lequel on va prendre cette fois-ci non pas des sections, mais des portions de voûte. Vous avez ici la partie vue à partir des combles et ici ce que l'on voit à partir du sol. Et on va faire des statistiques sur l'ensemble de cette portion. Et vous avez ici un histogramme, donc c'est la répartition de toutes les mesures. Et on a aussi une moyenne qui est conforme à ce qui a été relevé ici. Alors voilà pour la méthode. Maintenant, l'interprétation des résultats. Donc encore une fois, j'ai pris la peine d'insister dans le titre de la diapositive des résultats préliminaires, c'est-à-dire c'est pas entièrement consolidé. On a encore des mesures à terminer, mais bon, c'est des données qui sont acquises très très récemment. Et Al-Mustafa était encore à la cathédrale hier et avant-hier pour peaufiner un certain nombre de mesures. Néanmoins, même préliminaires, même non consolidés, ces résultats amènent à nuancer l'idée d'une dépendance de la cathédrale de Bourges vis-à-vis du modèle, entre guillemets, parisien. D'abord parce que les voûtes de Saint-Étienne de Bourges sont 2 à 2,5 fois plus épaisses que les voûtes du chevet de Notre-Dame. Dans le chevet de Notre-Dame, je vous rappelle les données constatées par les architectes en chef après l'effondrement des voûtes au lendemain de l'incendie du 15 avril 2019, 12 à 15 cm. Vous voyez qu'avec Saint-Étienne de Bourges, on est autour de 31-35 cm, 33,5, 34, 34,5. C'est 2 fois plus. Hein, c'est voilà, à peu près cet ordre de grandeur. Si maintenant on compare les voûtes de Bourges aux voûtes de la nef de Notre-Dame, qui elles sont un petit peu plus épaisses quand même, 19 à 24 cm, eh bien là encore, celles de Saint-Étienne de Bourges sont plus épaisses. Elles sont, si je peux dire les choses comme ça, un petit peu moins plus épaisses, mais elles sont quand même plus épaisses, 1,5 fois, c'est-à-dire qu'en clair, il n'y a pas de signature technique d'une équipe d'architectes qui aurait pu venir, une équipe de constructeurs qui aurait pu venir de Notre-Dame de Paris et qui aurait transposé à la cathédrale de Bourges les manières de faire qui étaient celles du chantier parisien. Et donc on doit nuancer, alors sans l'écarter complètement, mais nuancer l'idée d'une influence parisienne. Je dis sans l'écarter complètement parce que l'un des problèmes que pose la cathédrale de Bourges, c'est la présence d'une chape en ciment, a priori, relativement épaisse. Alors, on ne l'a pas encore sondée précisément, mais elle pourrait faire quelque chose comme 5 cm. Une chape qui est à l'extrado des voûtes et qui donc augmente un petit peu artificiellement dans nos mesures les chiffres. C'est vrai que si on enlève ces 5 cm des mesures obtenues à Saint-Étienne de Bourges et qu'on prend par exemple les 29 cm décelés dans l'abside, on arrive à 24 cm. Et 24 cm, c'est la valeur maximale des voûtes de la nef de Notre-Dame. Donc on ne peut pas écarter complètement l'idée, mais enfin la tendance est quand même plutôt à dire que les voûtes de Bourges sont plus épaisses. Si maintenant on élargit la perspective et que l'on regarde non pas Saint-Étienne de Bourges par le prisme de Notre-Dame, mais Saint-Étienne de Bourges dans l'art de son temps, eh bien on s'aperçoit que évidemment Saint-Étienne de Bourges a toute sa place dans l'un des processus majeurs à l'œuvre dans l'architecture gothique au XIIe et XIIIe siècle, qui est la conquête de la hauteur.
On part des voûtes de Sens qui font 24 mètres de haut, on arrive aux voûtes de Beauvais, un siècle plus tard, qui font 48 mètres, c'est-à-dire le double. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on est passé de 24 à 48. Eh bien, ça a été progressif, et il y a un certain nombre de chantiers qui jalonnent cette progression. Dans ce document, qui est tiré d'un ouvrage de Günther Binding, donc un historien de l'art allemand, vous voyez que pour aller de Sens à alors Beauvais n'y est pas, mais c'est Cologne qui est à la place, sont représentés Laon, Paris, Chartres, Reims, Amiens, et Bourges ne figure pas. Tout simplement parce que bien souvent on ne sait pas comment prendre la cathédrale de Bourges et quoi en faire, quelle place lui assigner dans l'histoire de l'architecture gothique. Et c'est l'une des questions que nous essayons de résoudre dans ce projet qui est financé par l'Agence nationale de la recherche et qui se déploie sur les années 23-26, que nous avons baptisé Altior, c'est-à-dire plus haut en latin, et qui cherche justement à percer les raisons, enfin qui cherche à comprendre comment les architectes ont réussi à construire toujours plus haut. Alors si on intègre les résultats de Bourges dans le tableau des données qu'on commence à réunir grâce à cette approche combinée du géoradar et des scans 3D, chronologiquement, vous voyez la cathédrale de Bourges. Alors j'ai repris les dates habituelles, elles peuvent être discutées, mais enfin, grosso modo, la place chronologique de Bourges n'est pas discutée, au tournant du XIIe et du début du XIIIe siècle. Voilà quelles sont les valeurs que nous avons retrouvées, donc autour de 31-35, avec une valeur médiane à 33 cm et demi. Bourges apparaît donc ici, donc évidemment, je ne sais pas si vous voyez ah non, vous ne le voyez pas, voilà. Bourges est ici, donc évidemment beaucoup plus épais que Notre-Dame, mais finalement assez mince quand même, hein, des voûtes qui sont, si on les compare aux valeurs qu'on trouve dans les cathédrales du début du XIIIe siècle, qui ne sont pas si importantes. Si, par exemple, dans les cathédrales de même génération, on compare Saint-Étienne de Bourges à Chartres et à Reims. Chartres est commencé la même année, 194-95, j'entre pas dans ces détails-là, mais c'est à peu près contemporain de Bourges, et c'est une cathédrale à peu près de même hauteur, 36 mètres à Chartres, 36 mètres 50 à Bourges. La hauteur a pu être vérifiée sur les scans 3D. Eh bien, on voit qu'à Chartres, l'épaisseur des voûtes que nous avons estimée par géoradar tourne autour de 45 cm. Alors qu'à Bourges, on est 10 cm de moins, donc autour de 30-35. Donc dans deux cathédrales de taille identique, deux systèmes de construction, deux techniques de construction qui semblent assez différentes. Si on avance un petit peu dans le temps et qu'on regarde du côté de la cathédrale de Reims, commencée en 1211, l'autre grand monument de cette génération du gothique classique, avec une hauteur qui va croissant. Ici, les voûtes culminent à 39 mètres de hauteur. Eh bien, il semble que les voûtes soient épaisses, celles qui n'ont pas été reconstruites, en tout cas après les bombardements de la Première Guerre mondiale, soit d'une épaisseur qui atteigne 60 cm. Donc 60 cm, c'est considérable. C'est 2 fois plus que Bourges. Alors, je dis semble parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aller à Reims avec le scanner 3D ou avec le géoradar, et donc l'indication est reprise de la bibliographie d'un ouvrage de John Fitchen qui a été publié en 1961, qui donne cette valeur d'épaisseur, mais qui ne dit pas comment elle a été acquise. Donc on ne sait pas d'où vient cette indication de 60 cm, et on ne sait pas si elle a vraiment du sens. Mais voilà, sous réserve et en l'état actuel de nos connaissances, vous voyez les voûtes de la cathédrale de Bourges, dans sa génération, même si elles sont plus épaisses que celles de Notre-Dame de Paris, elles sont relativement minces. Et ça n'est pas totalement anodin, parce que l'épaisseur des voûtes conditionne plein de choses. Ça conditionne évidemment le volume des matériaux mis en œuvre. Entre une voûte qui fait 30 cm et une voûte qui en fait 60, eh bien, le volume des matériaux va varier du simple au double.
Ça conditionne, plus il y a de matériaux, plus c'est lourd, donc ça conditionne aussi le poids propre de la maçonnerie de la voûte, puis ça dépend aussi de la densité des pierres qui sont mises en œuvre. L'ensemble conditionne les poussées exercées par la voûte sur les murs gouttereaux, et ça a évidemment des répercussions sur le système de contrebutement de la cathédrale, sur les arcs-boutants. Alors je dis conditionne en partie parce qu'évidemment, il y a plein d'autres facteurs qui s'ajoutent à la question de l'épaisseur des voûtes. Mais enfin, vous voyez que l'épaisseur des voûtes, c'est une donnée importante et elle n'est pas assez souvent prise en considération dans les études sur l'histoire de l'architecture gothique. En tout cas, la présence de voûtes relativement minces à Bourges, 30 cm, 30-35 cm, ça contribue à expliquer pourquoi l'ossature de la cathédrale de Bourges est elle-même assez légère par rapport à des cathédrales plus massives comme Chartres ou Reims, qui ont toujours paru plus robustes, plus consistantes aux historiens de l'architecture. Et on le comprend maintenant, on le comprend mieux si on tient compte effectivement de l'épaisseur des voûtes, donc de l'importance de la maçonnerie qu'il s'agissait de contrebuter. Voilà, nous espérons vous avoir montré tout ce qu'une analyse dimensionnelle précise, minutieuse, peut apporter sur la compréhension de la cathédrale de Bourges. Ça nous permet de mieux comprendre la conception de la cathédrale elle-même. Ça éclaire également sa place dans l'histoire plus large de l'architecture gothique. Merci de votre attention.